Vous êtes tous calmes, studieux. Donc je propose de commencer. Au nom du comité de direction d'ING Luxembourg, je vous souhaite la bienvenue ici dans notre nouveau ING Luxhouse à la gare. Donc bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Peut-être qu'il y a encore quelques personnes qui nous rejoignent, mais on va quand même déjà commencer. Voilà, donc comme je l'ai dit, bienvenue. Mon nom est Frédéric Kiefer, je suis le Head of Retail Banking, donc le responsable de la banque de détail chez ING Luxembourg, et on voulait vous parler un peu de fiscalité ce soir. Donc le gouvernement qui est actuellement en place en 2016 avait comme ambition de faire une réforme fiscale qui avait deux grandes dates butoirs. La première, c'était 1er janvier 2017, donc 1er janvier de cette année, à laquelle toute une série d'adaptations ont eu lieu. Donc, une de ces adaptations, c'était le barème d'imposition. Donc, vous savez certainement, c'est la revue des seuils qui a été mise en place depuis le 1er janvier de cette année. Il y a eu d'autres adaptations, comme le plafond de déductibilité des intérêts débiteurs sur crédit logement, des plafonds sur l'épargne logement ou la prévoyance vieillesse, pour ne citer que cela. Et puis, la deuxième date butoir, c'est le 1er janvier 2018. Donc c'est dans 2 mois, c'est bientôt, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'un des grands changements qu'il y aura au 1er janvier maintenant, c'est justement l'impact pour les salariés frontaliers qui travaillent à Luxembourg, vu qu'il y a le principe de l'imposition collective qui va être mis en place dans 2 mois. Et donc ING étant une banque internationale, mais avec un ancrage local et frontalier, on s'est dit que ce serait le bon moment maintenant pour vous aider, on puisse vous aider, nos clients, maintenant, parce qu'il faut faire un choix pour d'application dans 2 mois. Et comme ça, on a organisé ici cet événement. Et vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui des frontaliers travaillant à Luxembourg, donc on parlera de vous. C'est ça le but de ce soir. Et comme nous sommes des banquiers, nous ne sommes pas des fiscalistes, et c'est pour ça que nous avons demandé des renforts ce soir. En collaboration avec la fiduciaire AFC Benelux, nous voulons organiser cette soirée ici. Ils sont connus pour avoir des compétences techniques comme beaucoup d'autres fiduciaires aussi, mais il y a une particularité, c'est leur capacité d'appréhender des situations transfrontalières, donc des situations de salariés tout aussi bien que d'indépendants ou de PME, et donc on pense avoir le bon partenaire ce soir. Et donc, il faudrait que je vous présente Nancy De Villiers. Nancy est ingénieure commerciale de l'Université catholique de Louvain. Elle est inscrite à l'ordre des experts comptables à Luxembourg, mais aussi à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes en Belgique. Nancy est aussi associée auprès de la fiduciaire AFC Benelux. Notre deuxième orateur, c'est Emmanuel Henrard. Emmanuel a une licence en administration des affaires de l'Université de Liège. Il a une expérience de 10 ans maintenant ici chez nous, ING Luxembourg. Et il est manager de notre équipe régulatoire. Donc, ils sont là en renfort lorsque les clients dans les agences ont des questions justement régulatoires, réglementaires. Et donc, Emmanuel avec son équipe sont à disposition de vous également. Bonjour. Voilà. Donc, moi, il me reste juste encore à vous dire que la présentation va durer environ 1h15, donc on aurait fini vers 20h15. Et ne rentrez pas tout de suite après, parce qu'on a prévu un buffet dînatoire, donc il y aura à manger et à boire. N'hésitez pas donc de partager encore quelques beaux moments avec nous, juste ici à la sortie de l'auditoire. Voilà, donc bienvenue encore une fois. Et alors, je passe la parole à nos 2 orateurs du soir. Merci à vous et merci d'être venus. Voilà, merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et permettez-moi tout d'abord de remercier nos hôtes de ce soir, donc votre banque, de nous accueillir ici pour vous expliquer quels vont être les changements prévus par cette réforme fiscale, sujet d'actualité brûlante. Vous venez sans doute tous de recevoir dans vos boîtes aux lettres le très sympathique courrier tout à fait clair et lisible auquel on vous demande de répondre avant le 31 octobre. Je vais vous rassurer un tout petit peu par rapport à cette date tout à l'heure. Donc, je vous propose d'entrer d'emblée dans le vif du sujet. La soirée va être développée ce soir autour de 2 grands axes, hormis l'introduction et la conclusion.
Évidemment qu'on va aborder les modes d'imposition qui vont pouvoir s'appliquer à vous dès l'année 2018. Avant cela, je devrais parcourir un tout petit peu avec vous quelques prérequis, quelques principes de base de l'impôt des personnes physiques au Luxembourg, de manière à ce que vous puissiez appréhender au mieux les conséquences financières, parce qu'effectivement, c'est bien de cela dont on parle ce soir au niveau de cette réforme fiscale. Alors, en guise d'introduction, mais M. Kiefer l'a déjà dit tout à l'heure, à l'origine de cette réforme, le gouvernement luxembourgeois voulait permettre une réduction de l'impôt, notamment pour les ménages dits bas et moyens salaires. Cette réduction d'impôt a déjà été mise en œuvre durant l'année 2017 par un allègement des barèmes des différentes classes d'impôts, mais également par une majoration d'un certain nombre de dépenses déductibles via la déclaration fiscale. On va en voir tout à l'heure quelques-unes qui nous paraissent importantes et qui vous permettront d'ailleurs d'optimiser votre situation fiscale. Le deuxième grand objectif de cette réforme était de permettre aux résidents et aux non-résidents d'être traités sur le même pied d'égalité en termes d'imposition. Sachez-le, les résidents luxembourgeois aujourd'hui sont tenus de déclarer leurs revenus mondiaux dans leur déclaration fiscale. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, quand on calcule l'impôt d'un résident, on prend en compte le revenu tant luxembourgeois que de sources étrangères. Or, nous, frontaliers, avons l'habitude depuis toujours de pouvoir décider de déclarer ou pas les revenus étrangers. Et donc, bon nombre d'entre nous, d'entre vous, où il existe un revenu au Luxembourg, un revenu en Belgique ou en France ou en Allemagne ou ailleurs, ne déposaient pas de déclaration fiscale et se contentaient de la retenue à la source qui était effectuée avec le très sympathique barème de la classe 2. Et donc, n'étaient pas obligés de rentrer une déclaration fiscale. Et donc, la cote d'impôt se limitait à cette retenue à la source. Ça, désolé, mais ça va être terminé à partir de 2018, dès lors que l'administration va vous obliger, pour pouvoir conserver cette fameuse classe 2 que vous aimiez tant, de devoir déposer une déclaration fiscale, déclaration dans laquelle vous allez pouvoir, malgré tout, choisir le mode d'imposition. D'où le petit courrier que vous avez reçu, où on vous propose une option 1, une option 2. On va détailler ça, évidemment, tout de suite après. Oui, on va devoir faire un choix, Nancy. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner en pratique? Alors oui. Alors, je rentre tout de suite dans la matière en vous proposant un arbre de décision qui doit être pour vous un outil dans votre réflexion de réponse à ce fameux courrier. Et donc, avant de parler de classe d'impôt 1, de classe d'impôt 2, de imposition collective ou individuelle, il y a une toute première question à laquelle vous allez devoir répondre. C'est: est-ce que mon ménage respecte une des conditions d'assimilation aux résidents? Ces conditions, on va les voir juste après, d'accord? Donc permettez-moi pour le moment de ne pas les développer. En tout cas, dès lors que, déjà à ce stade-ci, vous allez dire non, mon ménage ne peut pas respecter une des conditions, eh bien c'est là où effectivement votre ménage va voir le revenu luxembourgeois retenu à la source, précompté à la source, non plus avec la classe 2, mais avec la classe d'impôt 1, sans pouvoir déduire quoi que ce soit. Par contre, corollaire de cela, c'est que vous pourrez être dispensé, enfin vous serez dispensé de rentrer une déclaration fiscale. Et ça veut donc dire que, dès lors, les revenus étrangers, s'ils existent, ou s'ils sont un petit peu trop importants, eh bien, n'auront aucune influence sur le calcul de votre impôt au Luxembourg. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie de cet arbre. Par contre, si à cette question d'assimilation, vous pouvez répondre oui, là, le choix va se poser à vous. Là, vous allez pouvoir opter pour l'option 1 ou l'option 2 du courrier. Donc, dites-vous que si vous êtes déjà arrêté à la branche de droite, pas la peine de répondre au courrier. On va y revenir. Donc, ce choix entre une imposition collective ou une imposition individuelle de votre ménage. Je commence par l'imposition collective. Imposition collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer une déclaration fiscale et y inscrire tous les revenus du ménage. Tous. Les luxembourgeois, les belges, les français, les allemands, les espagnols, les italiens, bref. Là-dessus, on va pouvoir, fort heureusement, déduire
toute une série de dépenses spéciales, en fait, celles auxquelles ont droit les résidents luxembourgeois. C'est pour ça que vous allez demander à y être assimilés pour avoir les mêmes droits qu'eux en matière de déduction. On va donc calculer un revenu, un RIA, revenu imposable ajusté, tout simplement. Le revenu imposable du ménage, celui-là, va pouvoir bénéficier encore de cette fameuse classe 2 que vous connaissiez jusque-là. Cette classe 2 va vous permettre de calculer un impôt en euros qui sera dû par le ménage. Et cet impôt, si je le rapporte à ce revenu, va me donner un taux moyen d'imposition. Et c'est ça qui est écrit dans votre courrier pour le moment. L'administration connaît certaines choses sur vous, ou pas, et donc a eu la possibilité de vous proposer dans le courrier un taux moyen d'imposition. Ok ? Donc on va voir comment ce taux moyen doit être calculé situation par situation. Ce taux est fondamental puisque le grand changement pour 2018, c'est que c'est ce taux-là qui sera utilisé dès le mois de janvier pour calculer votre retenue à la source. Oui. Oui, je vous propose qu'on y aille tout de go et qu'à la fin de la séance, moi et mon équipe, on est 5 là dans la salle, vous nous reconnaîtrez avec nos petits badges. On sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Ça vous va ? Oui ? Ok. Bien. Donc, quand vous parlez de revenus, vous parlez que de revenus professionnels ? Non, je parle bien des revenus mondiaux, globaux, toutes catégories confondues. Et on va voir quelles sont les catégories de revenus qui sont visées. Non, on va voir qu'il y aura pas double imposition, mais on va avoir un effet de réserve de progressivité, c'est-à-dire qu'on va aller calculer un taux qui sera effectivement un peu plus grand dès lors qu'il existe des revenus étrangers, mais ce taux sera appliqué uniquement, bien évidemment, sur les revenus de source luxembourgeoise. D'accord ? Donc ça, c'est un principe que vous connaissez en Belgique et en France déjà. Ça existe dans vos pays de résidence, cette réserve de progressivité. On doit déclarer tous les revenus, que ce soit en Luxembourg ou dans le pays de résidence, mais d'un côté, ils seront exonérés, de l'autre côté, ils seront taxés. Voilà, donc pas de double imposition en tant que telle. Donc, ça c'est le premier choix qui vous est offert. Le deuxième, c'est de dire non, moi je veux rentrer une déclaration fiscale, mais chaque conjoint va rentrer sa propre déclaration fiscale. Et là, effectivement, il y a la version pure et la version avec allocation ou avec réallocation des revenus. La version pure, c'est simplement de se dire, eh bien, chacun déclarera ses propres revenus, ses propres dépenses. Avec réallocation, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, mais on vous donnera la possibilité de d'abord additionner tous vos revenus et puis de décider la part des revenus qui iront à l'un et la part des revenus qui iront à l'autre. D'accord ? Bien, on en reparlera tout à l'heure de ces possibilités-là. Ben là, dans ce cas-là, même principe. Chacun va additionner l'ensemble de ses revenus propres, mondiaux, les luxembourgeois, les autres, les professionnels, les divers, les locatifs, que sais-je, l'immobilier. Chacun pourra déduire les cotisations, pas que les cotisations sociales, je parlais des cotisations sociales, mais toutes les dépenses déductibles auxquelles il va avoir droit. Et on va déterminer un revenu imposable, cette fois par conjoint. Ce revenu imposable par conjoint va être, lui, taxé, non plus selon la classe d'impôt 2, puisqu'on n'est plus 2 dans la déclaration, mais selon la classe 1, qui est effectivement la classe la moins favorable au Luxembourg. Même chose, on va pouvoir identifier un taux moyen effectif, et c'est ce taux moyen qui sera utilisé au mois de janvier pour effectuer la retenue à la source. Dans ce ménage-là, monsieur et madame auront chacun leur taux moyen d'imposition dès lors qu'ils ont chacun un revenu au Luxembourg, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est central. Si vous devez retenir quelque chose d'aujourd'hui, je pense que c'est bien ce schéma qui s'est voulu visuel pour vous permettre de le retenir et de le mémoriser. Donc je vois que certains d'entre vous prennent des photos. Sachez que vous allez recevoir la présentation par email. Ok, donc pas besoin de prendre de petites notes. Vous pouvez rester attentif et concentré sur ce qui est dit. C'est bien ? Ok. Bien. Ceci étant, conséquence donc pour les frontaliers que vous êtes tous, c'est que jusque-là, pour avoir droit à la classe 2, il suffisait d'être marié
Et un petit truc qu'on oubliait de temps en temps, mais il fallait quand même, et là, effectivement, je ne parle que des revenus professionnels, il fallait que les revenus professionnels du ménage soient en majorité d'origine luxembourgeoise, donc au moins 50%. Ça, c'était la règle qui était d'application encore pour les revenus 2016 et pour les revenus 2017. Mais 2018, c'est terminé, dès lors que, pour avoir droit à la classe 2, il faudra pouvoir répondre oui à la question de départ. Est-ce que l'on va pouvoir m'assimiler à un résident? D'accord? Et déclarer ses revenus mondiaux, quelle que soit leur nature. Première petite illustration un petit peu pour chiffrer déjà, voir un peu l'impact financier de cette réforme. Voilà, j'ai pris un cas de résident français avec 2 enfants. Ils sont propriétaires en France de leur habitation depuis un certain temps. Madame possède un appartement qui est loué. Monsieur travaille en France avec 25 000 € de revenus. Madame au Luxembourg. Bref, vous avez le détail de la situation. Première question à se poser, c'est est-ce que ce couple va respecter les conditions d'assimilation? On va dire, on ne les connaît pas encore. On va les parcourir ensemble après. En tout cas, dans le chef de monsieur, lui, il n'a que des revenus français. Donc lui, on va le voir, avec ça, il ne peut pas passer la porte de l'assimilation. Donc chez lui, c'est pas OK. La classe 2, lui, il ne peut pas la donner à son ménage. Par contre, madame, elle a des revenus luxembourgeois. Et si je les compare aux revenus français, malheureusement, ces revenus luxembourgeois ne représentent que 84%. Et on va voir qu'une des conditions d'assimilation, quand on est français, c'est d'atteindre au moins 90%. Donc, dans ce cas-là, pas possible, sauf si, super, on nous a apporté un seuil supplémentaire dans les conditions d'assimilation, seuil qui n'est pas encore voté par le Parlement, mais j'en parle déjà parce qu'il est annoncé depuis le mois de juillet, un seuil de 13 000 €. Donc dès lors que les revenus français ne dépassent pas les 13 000 €, si ce seuil est voté, ce couple français aura droit à la classe 2. Pour 2016 et 2017, ils y avaient droit dès lors que plus de 50% des revenus professionnels du ménage étaient bien d'origine luxembourgeoise. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Ben voilà, je vous laisse découvrir un tout petit peu l'évolution de la charge fiscale de ce ménage. Donc vous voyez qu'en 2016, en classe 2, on avait un impôt de 2 800 €. En 2017, il est un tout petit peu plus bas. C'est le bon effet de l'allègement du barème, d'accord, depuis 2017. En 2018, ben voyez, je vous montre les deux. Soit ils ont opté pour l'imposition collective en classe 2, soit ils ont opté pour une imposition en classe 1. Donc on voit ici qu'en fonction du choix qu'ils vont faire, ils vont avoir un manque à gagner par mois de près de 400 €. Et alors que ce n'est pas une situation, je veux dire, exceptionnelle au niveau du Luxembourg. Non, du tout. 400 € dans le budget d'un ménage, tous les mois, c'est pas rien. Exact. Donc, vous voyez qu'ici, si ce seuil des 13 000 € devait ne pas faire l'objet d'un vote, ben, on est obligé d'aller dans la dernière colonne. C'est la classe 1 qui sera appliquée à ce ménage. OK? Donc, vous voyez, 3 fois plus d'impôts quasiment qu'en 2017 en classe 2 pour ce ménage. Non, au niveau des classes d'impôts, effectivement, les enfants n'interviennent pas. Les enfants vont intervenir dans les déductions qu'on va pouvoir faire dans la déclaration fiscale. On va en parler un peu plus tard. D'accord, on en parle un peu. Oui, exact. Alors, voilà. Donc, avant de revenir au mode d'imposition 2018, voilà, un petit peu de théorie, un petit peu de prérequis, mais vraiment nécessaire pour que vous sentiez bien, effectivement, d'où on vient et vers quoi on va. D'abord, petit rappel, au Luxembourg, l'impôt peut être prélevé, et il est d'abord prélevé à la source. C'est notamment le cas des salaires et des pensions. Donc vous avez une retenue à la source qui s'opère, et c'est ça qui faisait la joie des ménages belges, français, allemands, c'est qu'ils pouvaient se contenter de cette retenue à la source selon ce fameux barème de la classe 2. S'il devait s'avérer effectivement que ce ménage pouvaient récupérer un petit peu d'impôts dès lors qu'ils avaient des dépenses à faire valoir, ils avaient la faculté déjà de rentrer une déclaration fiscale au Luxembourg pour déduire un certain nombre de choses. Si par contre ce ménage était à 2 à avoir des revenus luxembourgeois, donc dans ce ménage 2 revenus luxembourgeois, eh bien ce ménage était là obligé, on verra pourquoi, de déposer une déclaration fiscale pour simplement s'acquitter de l'impôt complémentaire. Donc, l'impôt final supporté par le ménage, il est toujours fait de 2 choses.
la retenue à la source sur le salaire, puisque c'est ça qui nous intéresse surtout ce soir. Je ne vais pas parler de dividendes ni de tantièmes ici. Et puis, l'impôt final, ou le complément d'impôt, ou le remboursement d'impôt via la déclaration fiscale. D'accord ? Ce qui change donc, c'est au niveau de cette fameuse retenue à la source. Je vous l'ai déjà dit, jusqu'à présent, c'est le barème de la classe 2 qui permet la retenue à la source. À partir du 1er janvier 2018, ce sera selon la réponse que vous aurez donnée à ce fameux courrier pour lequel donc, vous devez répondre pour le 31 octobre. De nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous n'êtes pas dans les conditions de choisir l'option 1 ou l'option 2 parce que vous ne vérifiez aucune des conditions d'assimilation. Dans ce cas-là, vous ne répondez pas au courrier, vous ne pouvez pas le faire et vous basculez en classe d'impôt 1 dès le mois de janvier pour votre retenue à la source. Par contre, si vous respectez une des conditions, vous allez avoir ce choix devant vous, choix de l'imposition collective, classe 2 ou classe 1. Le délai du 31 octobre, je peux vous rassurer à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que ce choix que vous allez devoir faire avant le 31 octobre, vous pourrez le révoquer à tout moment en 2018 et ce jusqu'au 31 mars 2019. Donc si vous vous trompez, on va dire que c'est pas trop grave, vous pourrez encore corriger derrière. Autre très bonne nouvelle que je peux vous annoncer ce soir, et on a l'information depuis hier matin, donc nous avions sollicité la direction de la division des retenues à la source sur rémunération pour savoir, oui mais quid du contribuable qui ne répond pas avant le 31 octobre. Alors première chose, le délai du 31 octobre n'est pas ce qu'on appelle un délai de forclusion. Ça veut donc dire que si vous répondez après le 31 octobre, on prendra quand même en considération votre réponse. D'accord ? Ce n'est pas « Ah, t'as pas répondu, classe 1 ». Non, non. Ok, donc ce que vous répondrez après le 31 octobre sera entendu par le bureau RTS non résident. Mais simplement, pourquoi se sont-ils dotés de ce 31 octobre ? C'est un délai de confort, tout simplement. C'est l'administration qui, pour pouvoir vous garantir que votre fiche d'impôt sur laquelle sera écrit ce fameux taux qui sera utilisé par votre employeur pour opérer la retenue à la source, pour que cette fiche soit disponible pour la fin de l'année, pour permettre le calcul du premier salaire en janvier, il fallait bien pouvoir avoir les informations avant le 31 octobre. Et donc la question qui se pose, oui, mais et moi donc, si je réponds après, ma fiche d'impôt ne sera pas prête au mois de décembre ? Non, elle arrivera peut-être seulement en février, en mars, en avril, que sais-je, tout dépendra du moment où vous aurez répondu. Mais là, on a je ne vais pas dire la garantie, mais en tout cas, on a une réponse intéressante qui dit que votre employeur, jusque-là... C'est une réponse écrite. C'est une réponse écrite, tout à fait. Que l'employeur pourra, jusque-là, jusqu'à la réception de cette fiche, continuer à vous retenir à la source selon la fiche d'impôt 2017, c'est-à-dire selon votre barème de la classe 2. Parce que normalement, je vous donne la règle, quand on n'a pas la fiche d'impôt 2018, quand l'employeur ne l'a pas, il est censé vous faire une retenue à la source de 33%. Ok ? Là, le bureau, enfin pas le bureau RTS, mais la direction de la division des retenues à la source de rémunération nous a dit qu'il nous suggérait de retenir à la source comme en 2017. Ok ? Donc là, je pense que ça permet à tout le monde de souffler un petit peu, de se dire, eh bien, même si je ne suis pas à temps pour le 31 octobre, il ne se passera pas grand-chose pour moi jusqu'au moment où ma fiche d'impôt sera émise et donnée à mon employeur. Bonne nouvelle, oui. Simplement pour vous montrer que jusque-là, si je pars d'un imposable mensuel de 3 500 €, la retenue à la source en classe 2 représente 153,30 €. À partir de 2018, en fonction du choix que vous allez faire au niveau du courrier, si vous avez opté pour la classe 1, donc l'imposition individuelle, on a une retenue à la source de 476,50 €, alors que si vous avez décidé d'opter pour le taux effectif parce que vous y avez droit aussi, parce que vous répondiez à une des conditions d'assimilation, eh bien votre retenue à la source sera de 164,50 €. Donc, vous voyez que votre net de janvier va être impacté par le choix que vous allez faire dans votre courrier.
Qu'est-ce qui change encore? Ce qui change encore, ce sont les classes d'impôt. Les classes d'impôt, il y en a 3, la 1, la 1A et la 2, mais là où ça change, c'est uniquement pour les gens mariés. Donc je vais revenir sur les partenaires, les cohabitants légaux en Belgique, les pacsés en France, mais c'est uniquement les gens mariés qui ont reçu ce courrier, première chose, et qui ont cette obligation d'y répondre pour pouvoir choisir leur taux de retenue à la source pour 2018. Donc ces personnes-là, pour le moment, et c'est ce qui est écrit, je crois, au 2e paragraphe de votre courrier, les bureaux d'imposition vont vous considérer comme étant en classe 1. C'est par dérogation que vous allez dire « Non, non, moi je ne veux pas la classe 1, je peux vous prouver que je respecte une des conditions d'assimilation, et donc donnez-moi la classe 2. » Si c'est intéressant, on verra que ce n'est pas toujours intéressant forcément. D'office, il n'y a pas rien qui change. Voilà. Pour les cohabitants légaux, pour les pacsés, rien ne change. Ça veut simplement dire que ceux-là auront toujours la même possibilité, au moment de rentrer leur déclaration fiscale, de décider s'ils utilisent leur partenariat pour aller chercher cette fameuse classe 2. Et donc, ils ne pourront le faire qu'au moment de la déclaration fiscale, comme ça se passait jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il a été dit que les partenaires seraient traités comme les gens mariés, mais non. Là, effectivement, il a été décidé que finalement, les partenaires pourraient accéder à la classe 2, mais uniquement au moment de la déclaration fiscale, comme c'est le cas maintenant. Donc le changement ne concerne que les frontaliers mariés. Donc les partenaires, quand tu parles de partenaires, ce sont les pacsés, les cohabitants légaux belges également. Exact, oui, c'est ça. Donc voilà, 2016-2017, quand on était marié et qu'on avait plus de 50% des revenus professionnels luxembourgeois, on avait droit à la classe 2. Si ce n'était pas le cas, on avait droit à la classe 1A. Donc cette classe 1A pour les gens mariés, terminée. Elle n'existe plus du tout pour les gens mariés. Fini. À partir des revenus 2018, vous basculez tous en classe 1, quel que soit votre niveau de revenu, mais vous avez la possibilité, par dérogation, de dire « moi je veux être assimilé à un résident et donc moi je veux que vous me traitiez avec la classe 2 ». Les classes d'impôt, pour vous les montrer un tout petit peu, la réforme a prévu également l'ajout de 2 taux marginaux de 41 et 42% pour les hauts salaires. Vous voyez qu'en classe 1, tant qu'on n'atteint pas 11 300 € de revenus, il n'y a pas d'impôt qui est dû. L'autre barème, celui de la classe 2, de la classe 1A, le voilà, il est un tout petit peu plus sympathique puisque là, il faut arriver à un revenu imposable de 22 500 € à peu près pour commencer à payer de l'impôt au Luxembourg. Je m'arrête un petit instant sur cette classe 1A, d'accord, je fais une petite parenthèse, bien que, donc je viens de vous le dire, en tant que personne mariée, la classe 1A ne sera plus du tout applicable, ça c'est terminé. Par contre, cette classe 1A, il y a des petites choses qui ont changé depuis 2017. Donc cette classe 1A, elle est applicable aux isolés avec enfants ou aux parents divorcés de plus de 3 ans, puisqu'il existe une règle pendant les 3 ans où on peut conserver sa classe d'impôt 2. Ces personnes-là, effectivement, qui peut-être s'arrangeaient pour domicilier les enfants, un chez papa, un chez maman quand on était séparés, papa et maman, dès lors, avaient droit à leur classe 1A. C'est fini. Donc maintenant, quel que soit le domicile de l'enfant, il n'y aura plus qu'un des parents qui aura droit à la classe 1A. Lequel? Celui qui perçoit les allocations familiales du premier enfant. Celui-là aura bien droit à la classe 1A, l'autre à la classe 1. Celui-là, dès lors, s'il rentre une déclaration fiscale, aura droit à la majoration des plafonds de déduction. Il n'aura donc plus droit à déduire, puisque en Belgique et en France, on connaît la garde alternée des enfants. Si le parent verse une pension alimentaire à l'enfant, il ne pourra plus déduire cette pension alimentaire dans sa déclaration. Seul le parent qui se trouve en classe 1 aura cette possibilité-là. OK ? Très bien, Nancy. J'en profite, on parle des enfants à charge, et au niveau de la Belgique, j'ai entendu dire que le service d'imposition belge, maintenant,
a fait beaucoup d'erreurs par le passé dans le calcul de l'impôt pour pas mal de familles de frontaliers. Ça parle, je pense, j'ai lu un article sur les quotités exemptées d'impôts en Belgique, et j'ai lu aussi qu'il y avait moyen de récupérer l'impôt trop perçu. Oh que oui. Et qu'il y a pas mal de sous à aller récupérer. Il y a beaucoup de sous à aller rechercher. Alors c'est quoi le tuyau? Alors le tuyau, il est simple. D'abord, effectivement, donc en Belgique, le code d'impôt sur le revenu prévoit que les avantages fiscaux qu'on appelle quotités exemptées d'impôt pour enfants à charge, que cet avantage fiscal soit toujours porté du côté du parent dans le calcul d'impôt qui a le plus de revenus professionnels. Donc dès lors qu'un des parents avait un revenu luxembourgeois, généralement ce revenu était plus élevé que le revenu belge. Dès lors, dans le calcul de l'impôt du salarié luxembourgeois, l'avantage était porté de son côté. Sauf que lui, il n'en a pas besoin puisque en Belgique, grâce à la convention préventive contre la double imposition, ce revenu luxembourgeois fait qu'il ne paye pas d'impôt en Belgique. Donc cet avantage était complètement perdu. Donc la Belgique a été condamnée plusieurs fois. Il y a eu plusieurs jugements dans différents tribunaux de première instance et autres. Et ça y est, le code d'impôt n'est pas encore changé. Notre ministre des Finances est un petit peu lent à ce sujet-là, mais une circulaire a été publiée au Moniteur belge le 18 mai 2017, cette année. Et cette circulaire permet au fisc belge d'imposer vos prochains revenus, enfin vos prochains quand je dis ceux de 2016, ceux pour lesquels vous venez de faire votre déclaration fiscale, de corriger. Donc votre prochain avertissement extrait de rôle, si vous êtes dans le cas, portera les enfants du côté du salarié belge. D'accord ? Et pour le passé, effectivement, et ça il faut absolument le faire, vous avez la possibilité de demander un dégrèvement d'impôt. Et vous pouvez remonter, en Belgique, ce principe vous permet de remonter 5 ans en arrière. Ça veut dire que si vous y prenez encore avant la fin de cette année, par l'envoi d'un petit courrier qui s'intitule « Demande de dégrèvement », vous l'envoyez à la direction régionale, eh bien vous pouvez aller chercher ces avantages en 2012, 2013, 2014, 2015. Ça peut représenter quel montant ? Un ménage avec 2 enfants, par exemple, eh bien 2 enfants, ça fait pratiquement 1 000 € par an à aller rechercher. Donc c'est pas mal. Sur combien d'années, rappelle-le ? Sur 5 ans. 5 ans, ça fait 5 000 €. D'accord. Donc voilà, ça peut faire beaucoup d'argent, donc je vous engage vraiment à le faire. Et les personnes qui ont introduit les demandes, ça y est, ça tombe dans les boîtes et ça rembourse. Donc l'administration est en train de les traiter. Ok ? Donc pour les familles, un partenaire marié avec enfants à charge, dont le revenu le moins important était le belge. Était le revenu et belge. Reste le belge. Parce que si le revenu belge était plus important, alors l'avantage était déjà porté du bon côté. Donc vraiment, voilà, pour les Belges dans la salle qui seraient concernés, c'est quelque chose qui me paraît important. On doit ou pas rentrer une déclaration fiscale au Luxembourg. Voici ici un petit tableau récapitulatif des cas dans lesquels vous seriez obligé de rentrer une déclaration au Luxembourg. Donc ça, c'est ce qui existait déjà et c'est ce qui existera encore. D'accord ? Donc ça veut dire que pour le moment, si vous aviez un revenu luxembourgeois et un revenu belge, il y avait donc un seul certificat de salaire et probablement que votre revenu imposable ne dépassait pas 100 000 € et dès lors, vous n'étiez pas obligé de rentrer de déclaration fiscale. D'accord ? Ce qui change, c'est que maintenant, si vous voulez conserver votre classe d'imposition 2, si vous voulez demander cette assimilation aux résidents, si vous voulez déduire toutes ces dépenses dont on va parler tout à l'heure, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de déposer une déclaration fiscale. Donc ça, c'est aussi l'obligation qui va découler de cocher l'option 1 ou l'option 2. Obligation de rentrer une déclaration fiscale au Luxembourg. Voilà, on y est. Ça, c'est peut-être le deuxième schéma à retenir de la soirée. C'est quelles sont ces fameuses conditions d'assimilation. Moi, je les vois comme des portes d'entrée. Pour moi, il y en a une centrale, mais qui est une porte exclusivement réservée aux résidents belges. Le résident belge, il a droit à cette porte, pas les autres. Aucun autre, il n'y a que le belge. Je suis résident belge et dans mon ménage, 50% de mes revenus professionnels sont d'origine luxembourgeoise. C'est l'ancienne règle de 2016 et 2017 qui continue à s'appliquer aux Belges. Eh bien, ce ménage belge-là, il peut dire « moi, je sollicite l'assimilation ».
je peux aller choisir ou l'imposition collective ou l'imposition individuelle en fonction de ma situation. Première porte d'entrée centrale, voie centrale. Deuxième porte d'entrée, là qui est réservée à personne en particulier, donc ouverte à tout le monde, y compris aux Belges. Donc le Belge qui ne passe pas par la porte du milieu pourrait éventuellement passer par la première porte, la porte dite des 90% ou des 90%. Là, c'est un petit peu différent. Attention. On va regarder chez chacun des conjoints. Donc ici, ce n'est pas le ménage qui nous importe. On va aller regarder chez monsieur et on va aller regarder chez madame. On va aller regarder quoi? On va aller vérifier si chez l'un ou chez l'autre, quand on regarde ses revenus mondiaux de toute nature, donc pas que les professionnels, s'il y en a au moins 90% d'origine luxembourgeoise. Si c'est le cas, on peut s'engouffrer par cette porte-là. D'accord? Donc ça, c'est là, les Français, les résidents français, allemands, hollandais, doivent passer par cette porte-là. En tout cas, ils n'ont pas le droit de la porte centrale. Petit aménagement de cette porte d'entrée, et ça, de nouveau, ça vient d'arriver le 3 octobre. Il y a une petite règle, dite la règle des 50 jours, qui vient s'ajouter là. Cette règle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si vous êtes salarié au Luxembourg, il se peut que votre employeur vous ait amené à devoir aller travailler en dehors du Luxembourg pendant un certain nombre de jours pendant l'année. D'accord? Eh bien, si c'est le cas, admettons que votre employeur vous ait invité à aller travailler dans le sud de l'Espagne pendant 80 jours. Indépendamment de où ces jours vont être taxés en fonction des conventions préventives et de votre pays de résidence, chaque pays là a ses propres règles. La Belgique a 24 jours, l'Allemagne en a 19, la France en a 0. Indépendamment de ça, ce qu'on dit ici, c'est dans ces 80 jours, je vais considérer que 50 ont été travaillés au Luxembourg. Donc, mais juste pour vérifier la règle des 90%. D'accord? Donc on va dire, j'en prends 50 et ceux-là, je les fais basculer comme si ils étaient luxembourgeois. Donc il ne m'en reste plus que 30 et donc je risque de passer un tout petit peu mieux par cette porte des 90%. D'accord? Ça permet de l'ouvrir un tout petit peu plus grande, cette porte. De nouveau, ces 50 jours, cette règle-là doit encore faire l'objet d'un accord parlementaire. Mais ces 50 jours, ça ne concerne pas quelqu'un qui aurait travaillé dans son pays de résidence pour une entreprise située dans son pays de résidence, par exemple les 2 premiers mois de l'année avant de venir travailler au Luxembourg. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc on parle bien ici de 50 jours dès lors qu'il y a une convention préventive qui est impliquée. Donc si je travaille purement pour un employeur belge, la règle des 50 jours ne fonctionne pas. Donc vous devez être un salarié luxembourgeois et c'est votre employeur qui vous a détaché pendant une certaine période pour aller travailler dans un pays hors Luxembourg. OK? Et puis il y a la porte de secours. Voilà, c'est la 3e, celle qui est tout à droite, qui elle aussi va encore nécessiter un accord parlementaire. C'est celle que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, c'est de dire, tiens, mais si j'ai des revenus au Luxembourg et que j'en ai un petit peu à l'étranger, et que je ne parviens pas à passer par la première porte parce que ça représente 12%. Donc, je suis à 88% luxembourgeois et 12% français. Eh bien, si ces 12% en euros représentent moins de 13 000 €, on va vous dire, ouf, vous pouvez passer. Vous passez par la petite porte de secours. D'accord? Donc, voilà, si le revenu étranger de celui qui a les revenus luxembourgeois ne dépasse pas 13 000 €, même s'il représente plus de 10% des revenus globaux de cette personne, il peut passer par cette porte-là et donc demander l'assimilation aux résidents. C'est essentiel de bien comprendre ce slide et ces différentes portes qui vous permettent d'accéder à l'assimilation, puisque si vous ne passez par aucune de ces portes, dès lors, pas de possibilité de choix, pas de possibilité d'imposition commune ou autre, on reste en classe 1, imposé sur ses seuls revenus luxembourgeois et sans possibilité de déduction élargie. Exact, tout à fait. Donc ici, passer par l'une de ces portes, ou par plusieurs à la fois, mais une seule suffit, va vous permettre effectivement d'aller identifier votre fameux taux moyen d'imposition selon la classe 2 ou la classe 1
Et ça, on verra que ça va dépendre de votre situation et de l'importance des revenus étrangers dans votre ménage. Et ça, c'est ce qu'il y a dans votre courrier. Donc, dans votre courrier, en fait, le courrier que vous avez reçu présuppose que vous êtes dans les conditions d'assimilation. Donc, prenez au moins 5 minutes quand vous rentrerez à la maison et réfléchissez à ces portes. Est-ce que je passe par une de ces portes ? Si la réponse est oui, alors vous devez vous poser la question de je coche option 1 ou je coche option 2. Je dis tout de suite, option 1, ça ne veut pas dire classe 1, option 2, ça ne veut pas dire classe 2. Parce que je l'entends, ça ne veut pas dire ça du tout. Option 1, ça veut simplement dire que le taux qui vous est proposé dans le courrier, et attention, tout le monde n'a pas eu un taux proposé. Certains n'ont pas eu de proposition de taux dès lors que l'administration n'avait pas suffisamment d'informations à votre sujet et qu'elle était incapable de calculer ce taux. D'accord ? Donc, l'option 1, c'est simplement dire, tu me proposes un taux, il me paraît correct, je vais l'accepter. Ce taux proposé est un taux qui a été calculé avec la classe 2. D'accord ? Option 2, c'est dire, oulala, on propose un taux de 99%, certains ont reçu ce courrier, c'est un bug informatique, mais certains l'ont reçu. Évidemment que 99%, il ne faut surtout pas accepter. Il faut dès lors choisir l'option 2 et dire à l'administration, prière de me calculer un autre taux. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, ce serait trop facile. C'est que l'administration va vous inviter à aller sur le guichet.lu, sur la plateforme, pour aller calculer vous-même le taux. D'accord ? C'est vous qui allez devoir faire le travail avec cette plateforme guichet.lu. Et là, vous pourrez choisir l'imposition collective, l'imposition individuelle. Il y a un simulateur qui est à votre disposition qui fonctionne bien. Le plus compliqué, c'est d'y mettre les données. Une fois que les données sont mises, la simulation se passe vraiment bien. Et ne pas répondre au courrier, soit par ignorance, mais je pense qu'en sortant d'ici aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, c'est effectivement se dire, en janvier, je bascule en classe 1. Après, je vous ai dit aussi, si vous en rendez compte à ce moment-là, on pourra encore changer d'avis jusqu'au 31 mars 2019. Accepter le taux, pour ceux qui peut-être ont eu le courrier, qu'est-ce qui fait que vous allez accepter le taux ou pas ? Soit vous êtes déjà un ménage qui déposiez une déclaration fiscale au Luxembourg. Dès lors, vous avez sans doute dans une farde quelque part, le dernier bulletin d'imposition reçu du Luxembourg. Et sur la dernière page de ce bulletin d'imposition, vous voyez inscrit votre dernier taux moyen d'imposition. Si le taux proposé est relativement proche de ce taux-là, vous pouvez dire « Ok, ça me correspond, je peux l'accepter ». Compte tenu de l'évolution de vos revenus en 2018, évidemment. Si vous attendez à une augmentation de salaire en 2018 ou au contraire à une diminution du temps de travail, dites-vous que ce taux-là, il est sans doute plus approprié, qu'il vaut mieux passer par l'option 2 et peut-être prendre un petit peu de temps, aller se balader sur le guichet.lu pour faire une simulation. Si un seul certificat de salaire chez vous, l'administration vous a effectivement calculé un taux moyen d'imposition qui est fondé uniquement sur vos revenus à vous. Donc, dès lors que vous savez que votre conjoint a des revenus dans votre pays de résidence, ceux-là n'ont pas pu être pris en compte dans ce taux-là. Donc, vous savez déjà que ce taux, il est insuffisant. Après, c'est une technique. Vous pouvez dire, tant pis, moi je prends celui-là, puis adviendra ce qui adviendra. Parce qu'il adviendra, c'est que vous rentrerez une déclaration fiscale. Il faudra remplir la déclaration fiscale, ouais. Renseigner les revenus du conjoint, et de toute façon, on sera taxé au bon taux exactement à la fin. Voilà. Donc, si votre taux exact était plutôt de 10%, vous prendrez les 8% d'un coup au moment du dépôt de la déclaration fiscale. Ok ? Donc, je pense que votre intérêt est de lisser un maximum votre charge fiscale en essayant d'identifier au mieux ce taux d'imposition moyen effectif personnalisé. Pour une fois qu'on vous le permet, autant le prendre. Si le taux est tout à fait incohérent, 99%, 0%, on en a vu, évidemment que là, il faut absolument cocher l'option 2. On est bien d'accord. Ça, c'est ce que Emmanuel disait tout à l'heure. Si vous ne parvenez à passer dans aucune des portes, ni par la règle des 90%, ni par celle des 50% professionnels du ménage, ni même par la porte secours des 13 000 €, là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est la classe 1 qui est au rendez-vous au mois de janvier. Mais est-ce que c'est à tous les coups la solution la moins avantageuse ? Non. Non. Il se pourrait que vous soyez dans une situation, et on en a déjà eu au bureau quelques-unes, encore cet après-midi d'ailleurs, où on a des revenus étrangers plus importants que les revenus luxembourgeois.
Eh bien, dans ce cas-là, l'imposition collective est tout à fait inintéressante. L'imposition individuelle ne l'est pas non plus forcément dès lors que je vous l'ai dit. On va peut-être être taxé chacun de son côté, mais s'il y a par exemple des revenus locatifs dans votre pays de résidence, ben, on va les partager en deux et vous allez prendre avec vous la moitié des revenus locatifs étrangers qui vont venir s'ajouter à vos revenus luxembourgeois, qui vont donc vous monter dans la classe d'impôt 1, même si vous allez pouvoir déduire des choses, mais peut-être que vous n'avez pas grand-chose à déduire, parce qu'il y a des possibilités de déduction, mais faut-il encore avoir fait ces dépenses-là? Donc, dans certains cas, pouvoir passer par une porte, mais dire « moi je ne la prends pas, parce que je veux la classe 1 », c'est optimal. D'accord? Donc, attention, un cas n'est pas l'autre. Dès lors qu'il y a beaucoup de revenus à l'étranger, la classe 1 peut se révéler être le choix optimal. Voilà, nous voilà arrivés au bout de la première partie. Maintenant, j'espère que vous l'avez compris, comment en tout cas, ou en tout cas quelle classe d'impôt ou quel taux va pouvoir s'appliquer à vous. Ce que j'aimerais vous expliquer encore un tout petit peu, c'est ce sur quoi ce taux va s'appliquer. Donc il est important de pouvoir optimiser au mieux la base sur laquelle ce taux ou cette classe va trouver à s'appliquer. Cette base, je l'ai appelée, c'est pas moi qui l'appelle ainsi, mais le revenu imposable ajusté. Donc on va passer en revue effectivement quels sont les revenus qui sont visés, quelles sont les dépenses qui sont visées, et puis on essayera de vous proposer quelques pistes d'optimisation qui pourront vous permettre de limiter cette surcharge fiscale, parce que surcharge fiscale, il va y avoir. Oui. Donc, les modes d'imposition en 2018, comment ça va se passer? Ça, vous vous en souvenez. J'espère que vous l'avez retenu. Tout le monde le connaît par cœur maintenant. J'ai enlevé, vous voyez, la branche de droite vient de s'enlever, puisque répondre au courrier, si vous l'avez compris, choisir option 1, option 2, c'est seulement ouvert à ceux qui rentrent dans les conditions. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment se calcule ce RIA du ménage ou comment se calcule ce RIA du conjoint. C'est ça qu'on va faire maintenant. Et puis après, on saura que pour un, c'est la classe 2, pour l'autre, c'est la classe 1. Au Luxembourg, on a 4 grandes catégories de revenus taxables, déclarables. Il s'agit des revenus professionnels et assimilés, donc assimiler les revenus de pension, chômage, etc. D'accord, revenus de remplacement. Les revenus de location, donc on verra que le Luxembourg traite de manière un petit peu particulière les revenus d'immeubles que vous louez à des personnes physiques qui y habitent ou à des sociétés qui logent leur activité. Les revenus mobiliers, là on verra qu'en tant que frontalier, en tant que résident belge ou français, ces revenus mobiliers n'ont pas tellement d'impact pour vous dès lors qu'ils restent taxables dans votre pays de résidence, par le biais des conventions. Et puis on a quelques revenus divers, on parlera de certains, mais qui représentent généralement des opérations beaucoup plus ponctuelles et moins courantes. On va donc s'intéresser à additionner ces revenus de différentes catégories en prenant la valeur nette et mondiale, c'est-à-dire qu'on prend toutes les catégories et dans tous les pays où ils existent. Okay, donc pas seulement dans son pays de résidence. Okay, donc si vous êtes résident belge et que vous vous êtes offert une jolie villa en Toscane et que cette villa est louée pendant l'année, eh bien c'est un revenu locatif exonéré, oui, mais qu'il faudra déclarer dans votre déclaration fiscale. Valeur nette, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de revenus nets. Ceux qui sont allés se balader sur le site guichet.lu, dans ce fameux tableau, on vous demande de reprendre des revenus nets. Ne l'entendez pas comme votre net en poche. C'est pas ça. Le revenu net, c'est le brut, effectivement, duquel on peut retrancher un certain nombre de choses, un certain nombre de frais relatifs à la nature du revenu. Donc si je prends par exemple le cas de vos rémunérations, ce qu'on va pouvoir enlever du brut, c'est quoi? C'est les frais d'obtention forfaitaires de 540 €, et ce sont vos frais de déplacement avec un maximum de 2574 €. Et éventuellement les exemptions qui peuvent exister sur votre certificat de salaire, parce qu'il y aurait peut-être des jours travaillés pendant les jours fériés. Voilà.
Donc chaque catégorie de revenus a ses frais d'obtention propres que l'on va pouvoir déduire pour trouver le revenu net dans chaque catégorie de revenus. Ça veut donc dire que si le revenu est à l'étranger, vous allez procéder de la même manière. Donc vous allez devoir utiliser les règles luxembourgeoises pour calculer le revenu net. Donc pas question de prendre le revenu net à la façon calculée dans votre pays à l'étranger. Vous allez devoir un petit peu traduire ce revenu net. Une fois qu'on a additionné ces 4 catégories de revenus nets, on va pouvoir, et ça c'est les choses plus sympathiques, déduire toute une série de choses qui portent des noms différents, mais c'est des moins. Ce sont des choses qui viennent en moins. On a les dépenses spéciales d'abord, et puis on va avoir les charges extraordinaires. Comme leur nom l'indique, elles sont un tout petit peu plus exceptionnelles que les autres. Et puis on a aussi des abattements légaux qui sont prévus et qui, pour certains, sont automatiquement attribués aux contribuables. Revenu net moins déduction égale RIA, revenu imposable ajusté. Petit tableau récapitulatif déjà. On parle de choses à déduire. Les dépenses déductibles, en voici un tableau. On va en voir certaines plus en détail. Mais regardez déjà. Si vous êtes un non-résident et où vous avez pu vous engouffrer dans une des portes, regardez, toute la liste des dépenses déductibles vous est offerte. Vous êtes assimilé à un résident. Vous avez le droit de déduire tout ce qu'un résident peut déduire. Si par contre, vous êtes bloqué à ces 3 portes, ou que vous avez décidé que vous pouvez y passer, mais que vous dites « non, non, moi j'en veux pas », vous voulez la classe 1, vous êtes limité à 3 types de dépenses et pas aux autres. Ça veut dire que si on veut faire de l'optimalisation fiscale pour limiter les effets négatifs de la réforme fiscale, on a quand même intérêt à rentrer par une de ces portes. Ben oui. Donc vous voyez, c'est quand même une petite gymnastique intellectuelle, mais c'est vrai qu'il ne faut pas seulement prendre en compte la valeur des revenus étrangers. Je vous ai dit tout à l'heure, s'ils sont trop importants, peut-être que la classe 1 est intéressante, mais il faut regarder si on a des dépenses à déduire, parce que si on en a tout un paquet, il faut peut-être mieux quand même choisir l'assimilation pour pouvoir déduire ces dépenses et diminuer un maximum ce revenu imposable ajusté. Ça, c'est pour les dépenses déductibles. Pour les charges extraordinaires, voilà, même type de tableau, vous voyez que toutes les charges extraordinaires sont offertes aux résidents et aux assimilés résidents, et il n'y en a qu'une qui reste offerte pour les personnes qui resteraient devant les 3 portes, par choix ou par obligation. Très bien, est-ce que tu aurais peut-être des exemples chiffrés ? Ben voilà, on y est. Alors, un premier exemple chiffré, où là, couple marié, non-résident, peu importe le lieu, ici pour l'exemple, qu'il soit en Belgique, en France ou en Allemagne, on va voir que ça n'a pas d'effet. Pas d'enfant, on n'est pas encore propriétaire, on est locataire et on travaille tous les deux au Luxembourg. Déjà, parce que on va rassurer ces personnes-là qui peut-être sont dans la salle, où donc on n'a pas de revenus à l'étranger, mais on démarre peut-être un petit peu, on n'a pas de dépenses déductibles et il n'y a pas donc de revenus en dehors du Luxembourg. Dans ce cas-ci, on rentre chacun par la première porte, puisqu'on a chacun 100% de ses revenus au Luxembourg. Donc ici, les 2 conjoints sont le sésame pour accéder à l'assimilation aux résidents. Voilà un détail du calcul. Je pense qu'on n'est pas là pour parler des détails, mais voyez la dernière ligne, comment évolue l'impôt. De nouveau, on voit que cet impôt a tendance à diminuer en 2017 et en 2018, c'est le même parce que le barème n'a pas changé, mais c'est simplement dû à l'allègement, aux bons effets de la réforme et de l'allègement du barème. Donc on constate ici que pour 2 époux dont tous les revenus sont d'origine luxembourgeoise, le taux d'imposition et l'impôt payé et toutes les autres choses restant égales est identique. Ce qui change, c'est la façon dont va être perçu l'impôt, puisque jusqu'aujourd'hui, il y a les versements anticipés, les avances trimestrielles qui vont disparaître, et donc ce sera leur retenue à la source qui va, dans la plupart des cas, augmenter sur leur rémunération salariale ou leur pension. Oui, tout à fait. Donc les avances trimestrielles, si certains d'entre vous y étaient habitués, donc ça c'est terminé, puisque le fameux taux effectif, ici 8,31%, c'est celui-là qui sera utilisé pour la retenue à la source. Donc, il n'y aura plus besoin de retenir, en tout cas de vous réclamer des avances trimestrielles. Terminé pour vous.
Bon, ça c'est juste pour rigoler un petit peu, c'est pour vous montrer, tiens, si ce couple-là, qui n'a aucun revenu à l'étranger, décidait quand même d'opter pour l'imposition individuelle, voire vers la classe 1. Bon, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, mais on voit que la classe 1 pure va générer 2 taux d'imposition différents. Je vous l'ai dit, classe 1 pure, c'est on calcule l'impôt sur les revenus personnels de chacun. Donc ça permet effectivement peut-être à madame de n'avoir que 4,45% de taux moyen, mais monsieur monte à 12,44. Et donc au total, on a quand même 800 € de plus à payer. Alors à droite, j'ai fait une réallocation divergente, c'est-à-dire que j'ai additionné les revenus des deux. Il y avait 58 300 € de revenus à deux, et puis je me suis dit, tiens, j'en donne 50 000 à monsieur. On est libre, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et je n'en donne que 8 300 à madame. Dans ce cas-là, on impose en classe 1. Madame étant en dessous des fameux 11 000 € de tout à l'heure, bah, pas d'impôt du côté de madame. Mais par contre, monsieur se prend 18,21%. Et donc, on a un impôt de plus de 9 000 € à payer. Donc, cette forme d'imposition avec réallocation divergente, elle n'a guère de sens. Par contre, ce qu'on pourrait choisir, c'est une réallocation convergente. Ça veut dire là qu'on additionne les revenus et on divise par 2. Donc on considère que chaque conjoint a perçu les mêmes revenus et a eu les mêmes dépenses. Dans ce cas-là, si on fait l'exercice, on retrouve en fait les 4 845 € d'impôt qui provient du calcul en classe 2. Et donc, la différence, alors, c'est que en classe 2, c'est le couple qui doit les 4 845 € ensemble, alors que quand il y a l'individualisation convergente optimale, ben on se retrouve avec le même montant. Chacun doit payer la moitié. Oui, donc dans le dernier cas, si madame disparaît sans laisser d'adresse, monsieur devra payer tout seul les 9 000 et quelques euros. D'accord ? Donc c'est vrai que je pense que, en tout cas, le choix de l'imposition individuelle pure ou avec réallocation ne sera peut-être pas guidé par une stratégie d'optimisation fiscale, mais plutôt par un choix du ménage à se désolidariser l'un de l'autre de la charge d'impôt de l'un et de l'autre. OK ? Deuxième exemple, cette fois on est en Allemagne, et puis cette fois, ça y est, on y met un revenu allemand étranger. Pas de dépenses déductibles. Vous avez déjà la réponse devant les yeux. Là aussi, ce couple-là passe par la première porte, puisque monsieur travaille au Luxembourg et n'a que des revenus luxembourgeois. Donc lui, 100% est au Luxembourg. OK, on peut passer par la première porte, on peut aller chercher l'assimilation. Dans ce cas-là, voilà de nouveau l'évolution de l'impôt en fonction des choix des modes d'imposition. Donc, en 2018, si on a choisi l'imposition collective, l'impôt sera de presque 3 000 €. Donc, malgré tout, presque le double de ce qui se passe en 2017, un peu moins quand même. Et si on a opté pour la classe 1, c'est-à-dire en essayant que monsieur ne soit pas pollué par les revenus allemands de madame, eh bien là, on est pas loin des 5 000 € d'impôt. D'accord ? Donc, vous voyez quand même que le choix que vous allez devoir faire, il a son importance puisqu'il y a des conséquences financières à la clé. Petit récapitulatif de tous les éléments de la réforme. Voilà, il y en a 15. On ne va pas parler des 15, mais ça, c'est toutes les bonnes choses de la réforme, dont certaines vous concernent, d'autres beaucoup moins. Les éléments négatifs de la réforme, ils sont un peu moins nombreux, mais peut-être un petit peu plus lourds à porter, et notamment ce que j'appelle... Est-ce qu'il fonctionne ? Oui. Non, il ne fonctionne pas. La classe d'impôt 1, appliquée automatiquement dès lors que vous ne seriez pas dans les conditions d'assimilation. Donc ça, c'est vrai que c'est le point un petit peu plus difficile à avaler, c'est qu'on vous impose désormais de vérifier une condition, mais on vous donne 3 portes pour y entrer malgré tout. Alors, qu'est-ce que tu peux proposer pour essayer d'annuler ces effets négatifs de la réforme fiscale ? Quelles sont les pistes ? Eh bien voilà, je vous en propose une première. On va commencer peut-être par une première piste qui est peut-être la plus accessible à tout le monde, ou en tout cas à quiconque est propriétaire de sa maison d'habitation, de sa résidence principale. Première petite chose de la réforme, c'est que si vous déclariez déjà vos revenus au Luxembourg, votre résidence principale représente pour le Luxembourg une valeur locative de 100 €.
c'est exonéré depuis 2017. Donc, c'est-à-dire que votre maison d'habitation en France ou en Belgique, peu importe le revenu cadastral ou la valeur qu'elle peut avoir en France pour la taxation foncière, eh bien, c'est exonéré pour le Luxembourg. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose un peu plus sympathique, c'est que vous pouvez déduire au Luxembourg les intérêts que vous payez que vous avez remboursés sur votre crédit logement, quel que soit le lieu de votre crédit logement, qu'il ait été contracté au Luxembourg, en France ou en Belgique. Et ces intérêts, vous pouvez les déduire avec un plafond maximum qui va dépendre du nombre de personnes dans votre ménage. Donc de nouveau, je prends monsieur, madame, 2 enfants, on est 4. La maison, on est dans la maison depuis 3 ans, eh bien, puisque je suis dans la maison depuis 3 ans, j'ai droit à 4 fois 2 000 € de déduction d'intérêt de mon crédit logement. Ok, donc ces plafonds, vous le voyez, ont été augmentés de 500 € et ils varient en fonction de votre année d'emménagement dans la maison. Mais au final, vous avez comme droit à toujours 4 000 € jusqu'à ce que vous quittiez cette maison. Maintenant, comme fatalement on parle des non-résidents, leur habitation principale est située en dehors du pays, en dehors du Luxembourg, et donc ces déductions vont aller en déduction de revenus exonérés, c'est-à-dire que c'est une déduction qui va vous permettre de payer un petit peu moins de taux d'imposition. Par contre, ce taux d'imposition moindre va être appliqué à vos revenus nets, sans déduction des X fois 2 000 € par exemple. Oui, c'est ça. Donc ici, effectivement, s'agissant de votre résidence qui se trouve pas au Luxembourg, c'est une dépense qui vous permet simplement de diminuer la progressivité. Mais cette dépense ne sera pas effectivement déduite de votre revenu imposable qui fera l'objet du calcul d'impôt. D'accord? Donc ça, c'est peut-être le petit bémol pour ce genre de dépenses. Toujours par rapport à votre résidence principale, il existe au Luxembourg un produit qu'on appelle l'épargne logement, qui vous est vendu par 3 caisses agréées uniquement. Donc, pas question d'aller les acheter ailleurs, ces produits. Vous devez les acheter auprès de l'une de ces caisses-là agréées. Et ces produits d'épargne logement, en fait, c'est un produit dans lequel vous avez la liberté donc d'y mettre une partie de votre épargne. Et simplement, cette partie de votre épargne, elle va devoir vous servir à quoi? Eh bien, à acquérir, à construire ou à aménager votre résidence principale. C'est à ça que ça doit vous servir. La réforme a vu apparaître une nouvelle limite par rapport à ce produit qui n'existait pas jusque-là. Et cette limite, c'est de dire que si jamais vous décidiez à un moment donné de reprendre cette épargne pour toute autre chose que votre habitation propre, acheter une voiture ou bien investir dans un autre bien qui sera mis en location, eh bien, dès lors que vous ponctionnez cette épargne après 10 ans, rien ne se passe pour le passé, toutes les déductions restent acquises. Par contre, pour les futures cotisations dans ce produit, eh bien, elles ne seront plus déductibles. On va voir à hauteur de combien elles vont l'être, mais là, donc attention de se dire que dès lors que l'on sort des conditions d'utilisation de cette épargne, pour le futur, plus de déduction possible au Luxembourg. Déduction, plafond avant réforme, 672, 672 € par membre du ménage. Après réforme, ce plafond peut être doublé par membre du ménage à condition que l'un des souscripteurs ait entre 18 et 40 ans. Donc ici, on parle d'épargne logement. Le logement est aussi à l'étranger. Par contre, ce sont des dépenses spéciales. Ça veut dire que ce seront des déductions totales, tant sur le taux, sur le calcul du taux, que sur le calcul de l'impôt, sur le calcul de la base taxable. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est la différence avec les intérêts sur le crédit hypothécaire. Ici, c'est une dépense qui a ce double effet. Il diminue votre taux moyen et il diminue votre taux, votre revenu imposable. Donc, effectivement, moi qui ai envie d'isoler ma maison prochainement, si vous avez envie de changer vos châssis, si vous avez envie de construire une annexe à votre résidence principale, bah c'est un produit effectivement hyper intéressant. Voilà. Alors, à titre informatif, ING Luxembourg propose dans ses agences ce type de produit, ce type de solution épargne logement. Super. Voilà. On prendra rendez-vous alors. Top. Alors, de nouveau, une petite parenthèse, je me permets. On quitte un petit peu le Luxembourg et je m'adresse aux Belges dans la salle.
En Belgique, on a un arsenal fiscal hyper complexe en matière de déduction des crédits immobiliers. Je voudrais simplement attirer votre attention sur... Donc ça fonctionne ? Oui, voilà. Sur ce point-là, le fameux chèque habitat en région wallonne. Ce chèque habitat en région wallonne, c'est pour les ménages qui ont emprunté en 2016. Eh bien, ces ménages ont droit effectivement à une réduction d'impôt en Belgique de l'ordre de 1 520 € plus un forfait s'il y a des enfants au ménage. Et ce qui a été pensé au moment de la création de ce chèque habitat, c'est que ce chèque habitat n'était utile que pour les ménages qui avaient effectivement une base imposable en Belgique. Eh bien non. Donc si vous avez des revenus luxembourgeois qui effectivement génèrent 0 d'impôt en Belgique, ce chèque habitat se transforme en un crédit d'impôt. Ce qui veut donc dire que vous récupérez 1 520 € par an. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça veut dire que vous qui aviez peut-être l'habitude, quand vous rentrez votre déclaration en Belgique, de juste inscrire votre revenu luxembourgeois en vous disant de toute façon ça fait 0, je mets rien de plus, c'est dommage, vous passez à côté de 1 520 € de crédit d'impôt. C'est quand même une belle mensualité de remboursement. Donc la région wallonne va nous rembourser de l'argent, même si on n'a pas payé d'impôt. Tout à fait. Et ça, même si on a fait l'emprunt auprès d'une banque luxembourgeoise. Tout à fait. Voilà. D'accord ? Et deuxième petite chose également, on vient de parler de l'épargne logement. Attention, échange d'informations oblige. Votre administration fiscale belge reçoit les attestations de ces caisses agréées qui disent que vous avez épargné dans ce produit, vous avez donc bénéficié d'intérêts. Ces intérêts doivent être déclarés dans votre déclaration belge au code 1444 pour faire l'objet d'une taxation distincte à du 30%. Si vous ne le faites pas, vous recevrez un sympathique courrier de l'administration belge qui va vous qualifier de fraudeur. De distrait. De distrait, c'est mieux, oui, pardon. En France, voilà. En France également, sachez qu'il y a des possibilités de déduction de certains crédits avec d'autres mécanismes. On a également la même obligation de déclaration des intérêts sur le produit d'épargne logement dans son pays de résidence. Dès lors qu'on parle de capitaux mobiliers, ce sont des revenus de capitaux mobiliers déclarables et taxables dans le pays de résidence. Donc n'oubliez pas. On quitte la résidence principale, mais on reste dans l'immobilier. Je surveille l'heure. Bon. Les autres immeubles. Autres immeubles, sachez qu'il y a une mesure transitoire pour le moment pour les personnes qui vendraient un immeuble situé au Luxembourg. Peut-être que vous êtes résident belge, mais que vous êtes propriétaire d'un appartement au Luxembourg. Eh bien, le fait de le vendre avant la fin de cette année encore, et il m'a été dit que sans doute cette mesure allait être probablement prolongée encore 1 an, le taux de taxation de cette plus-value que vous réaliseriez au Luxembourg, eh bien, pourrait être un taux de taxation sympathique ramené à 1/4 de votre taux moyen d'imposition. Donc, si votre taux moyen d'imposition est de 10%, vous êtes taxé à du 2,5% sur cette plus-value. Donc, voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour rappel également, si vous revendez votre résidence principale, elle est exonérée au Luxembourg, en Belgique et en France, et donc il n'y a pas de souci. Par contre, là où je veux attirer votre attention, c'est sur ce qui est inscrit en rouge, c'est que, rappelez-vous les portes d'entrée à l'assimilation. Il n'est pas prévu pour le moment. J'ose espérer que le gouvernement va se rendre compte que certaines opérations ponctuelles, telles que la revente d'une maison, la revente de participation financière, qui tout à coup va générer chez vous un revenu exceptionnel important, l'année où il se produit, pour le moment, va faire que vous ne pourrez pas passer la porte de l'assimilation. D'accord ? Pour certains contribuables. Donc, pour le moment, effectivement, rien n'est prévu en ce sens de dire ces revenus-là, on ne les prend pas en considération pour vérifier la règle d'assimilation. Donc, on va être vigilant, on va continuer à scruter et à voir si l'administration luxembourgeoise prévoit une atténuation par rapport à ces revenus exceptionnels. D'accord ? Mais pour le moment, rien n'est prévu. On parle des autres immeubles, notamment des immeubles mis en location. J'ai aussi lu quelque chose
que c'était parfois intéressant d'acheter un immeuble relativement récent au Luxembourg ou ailleurs, parce qu'on pouvait amortir de la valeur d'achat de l'immeuble et finalement se retrouver avec des revenus négatifs qui sont alors déductibles des autres revenus du travail et autres. Tu peux confirmer ça? Oui. Donc effectivement, là, c'est une autre piste d'optimisation qu'on n'a pas prévue ce soir, mais effectivement, si vous êtes propriétaire d'un immeuble à nouveau, quel que soit l'endroit de cet immeuble, vous allez devoir déclarer au Luxembourg les loyers encaissés. Ok, admettons que vous encaissez 1 000 € par mois, 12 000 € de loyers encaissés. Vous allez pouvoir déduire des choses. Et la chose importante, effectivement, c'est ce fameux amortissement que vous allez pouvoir réaliser. C'est quoi cet amortissement? C'est simplement, on va identifier d'abord la valeur d'acquisition ou de construction de cet immeuble. Donc vous allez rechercher vos actes notariés, vos factures de construction. Admettons que cet immeuble, vous écoutez tout frais compris, donc tout frais de notaire compris, 250 000 €. Si ce bien est récent, c'est-à-dire que si vous le possédez depuis moins de 6 ans par exemple, eh bien vous allez pouvoir l'amortir à du 6%. Ce qui veut donc dire que 6% de 250 000, ça me fait déjà 15 000 €. Mais 12 000 de loyer moins 15 000, me voilà déjà avec un revenu net locatif de moins 3 000. Je pourrais encore déduire des choses. Le précompte immobilier en Belgique, la taxe foncière en France, mon assurance propriétaire, mes frais supportés dans le cadre de la copropriété, mes intérêts payés dans le cadre de mon crédit réalisé pour cet immeuble, sans plafond cette fois. Donc voilà peut-être une idée de piste d'optimisation pour vous. De nouveau, si l'immeuble est à l'étranger, il n'aura d'effet ce revenu net locatif que sur votre taux. S'il est au Luxembourg, il aura le double effet, tout comme l'épargne logement. Ok? J'ai répondu? Merci, oui, c'était parfaitement clair, enfin moi je trouve. Alors, une autre piste, on quitte l'immobilier, on voit le futur, on voit la retraite, et au Luxembourg, il existe un produit qui est prévu donc par le 3e pilier, qui est la prévoyance vieillesse. Ce produit est donc un produit qui est à la liberté du souscripteur de choisir de se créer une épargne pour l'âge de la retraite. Cette prévoyance vieillesse a vu également un chouette effet de la réforme. On avait des plafonds qui dépendaient de l'âge du souscripteur et à partir de 2017 déjà, donc c'est déjà valable pour cette année, donc vous pouvez déjà éventuellement optimiser cette année si vous le souhaitez. Le montant est plafonné à 3 200 € pour tout le monde. Super, donc c'est 3 200 € de dépenses spéciales. Ça veut dire que si il y a un des deux conjoints qui ne travaille pas au Grand-Duché de Luxembourg, il peut quand même souscrire ce contrat de prévoyance vieillesse, pour autant qu'il soit imposable collectivement, ça aura le même effet. Oui, on aura donc 6 400 de revenus imposables en moins. Alors pour la petite histoire, sachez à nouveau qu'ING Luxembourg propose ce type de produit dans ses agences, mais je pense qu'il y a quand même des conséquences fiscales, que ce soit à la souscription et surtout que lorsque le contrat se réalise à l'âge déterminé au moment de la souscription. Oui, donc c'est toujours important évidemment de se poser la question, ok, j'ai un avantage fiscal à l'entrée, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi à la sortie? Toujours bien réfléchir à ça, et on l'a prévu. À la sortie, ce type de produit, là aussi c'est la réforme qui le permet, vous pourrez décider en toute liberté de récupérer votre épargne, soit sous forme de capital pur, soit sous forme de rente viagère, soit sous forme d'un mixte des deux. En fonction de ce que vous allez choisir, eh bien la taxation va se faire de manière différente. Si on a une rente viagère, 50% sera exonéré. Les autres 50% viendront simplement s'additionner à vos autres revenus et subir votre barème d'imposition. Pour le capital, celui-là, il sera entièrement taxé, mais à un taux distinct qui n'est pas un quart du taux cette fois, mais la moitié du taux. Ce qui est important aussi, et permettez-moi de refaire une petite parenthèse, c'est ce qui se passe dans votre pays de résidence. Et la bonne nouvelle pour les Belges, tous les produits de retraite, que ce soit la prévoyance vieillesse ou la pension complémentaire au Luxembourg, notre convention avec Luxembourg prévoit qu'il n'y aura pas d'impôt à payer en Belgique à la sortie. Il y a une exonération qui est prévue, notamment pour la prévoyance vieillesse, dès lors que dans votre déclaration belge, les 3 200 €, vous ne pouvez pas les déduire. Donc on dit, pas déduit, pas taxé.
S'il y a des Français dans la salle, c'est un petit peu moins sympathique, puisque là, malheureusement, votre convention avec le Luxembourg prévoit que pas le capital, mais le rendement de cette épargne se retrouvera taxé chez vous après un abattement de 10%. D'accord ? Il y a juste quelque chose qui existe si vous décidiez de percevoir ce capital sous forme de capital uniquement et non pas de rente viagère, avec un prélèvement libératoire possible de 7,5%. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu moins sympathique quand on est résident français. Donc, que ce soit pour les Belges ou pour les Français, lorsqu'il y a une déclaration au Luxembourg de la perception du capital ou de la rente, ce sera toujours dans les revenus exonérés. Oui. Donc, ça n'aura qu'un effet sur le taux et pas sur la base taxable. Oui, tout à fait. Ça reste exonéré, même si c'est exonéré dans le pays de résidence selon les conventions. Autre piste d'optimisation. Il y a deux plafonds qui ont fusionné en 2017, celui des intérêts débiteurs sur les prêts à la consommation et celui des assurances liées à la personne, comme on les appelle. Donc dorénavant, vos intérêts sur le prêt voiture, sur un crédit pour l'achat d'un bien mobilier, donc pas pour la maison, hein, ça c'est ailleurs que ça se déclare. Les primes pour les assurances vie, pour les assurances décès, invalidité, etc. Donc tout ce qui est lié à la personne, vos cotisations à la mutuelle dans votre pays de résidence, tout ça est déductible pour ce même plafond de 672 € multipliable par le nombre de personnes dans le ménage. Petite chose intéressante au Luxembourg, c'est si vous avez opté au niveau de l'assurance solde restant dû pour le versement d'une prime unique, cette prime unique va pouvoir voir ce plafond de 672 € exploser et il va être de minimum 6 000 € par contribuable, majoré de 1 200 € par enfant et même surmajoré de 8% pour les personnes qui ont atteint l'âge de 30 ans. Donc on peut effectivement avoir ponctuellement cette prime unique qui a une belle influence sur votre revenu imposable. Donc de nouveau, effet sur le taux et sur la base imposable. Encore une optimisation au niveau de l'organisation familiale, frais de domesticité, de garde d'enfants, plus 50%. Le plafond passe à 5 400 €. Donc ça concerne les titres-services chez KLE en Belgique, ça concerne des frais de femmes d'ouvrage, de dames de charge, ça concerne tous les frais de crèche sur base de justificatifs, évidemment. Oui, sur base de justificatifs, oui. Exact. Donc vous pouvez déduire dans les deux pays. On pose souvent la question, mais je déduis déjà en Belgique. Mais oui, vous pouvez déduire aussi au Luxembourg. Pour le moment, en tout cas, rien ne l'en empêche. Allez, on retourne un petit peu vers des chiffres simplement pour vérifier si les pistes d'optimisation qu'on vient de vous proposer ont un certain effet sur les conséquences. Donc je complique un tout petit peu les choses. On a donc des résidents belges, des enfants, de nouveaux propriétaires et des dépenses déductibles dont un crédit hypothécaire, des dépenses d'assurance, des frais de garde d'enfants. Première question à se poser, vous l'avez compris, est-ce que je vais pouvoir être assimilé ? Est-ce que je vais pouvoir déduire tout ça ? Si je regarde chez monsieur, il a des revenus luxembourgeois et belges. Si je les confronte, il ne passe pas la porte des 90%. Si je regarde madame, elle n'a que des revenus belges, donc elle non plus ne passe pas la porte des 90%, mais ils sont belges, ils ont la voie centrale qui leur est réservée. Plus de 50% des revenus professionnels du ménage sont bien luxembourgeois, ils peuvent demander l'assimilation. Monsieur pouvait prendre la porte de droite aussi, puisqu'il a moins de 13 000 € de revenus belges. Exact, tout à fait. Mais je ne l'ai pas encore sollicité ici, dès lors qu'il faut encore l'accord parlementaire. Voilà ce que ça donne par rapport au choix qui pourrait être fait. Donc un impôt de 301 € en classe 2 en 2017 et en 2018. Par contre, en 2018, si on optait pour la classe 1, vous voyez que ce n'est pas très favorable dans ce cas-ci. Deuxième situation, un petit peu différente, et cette fois je veux simplement vous montrer l'effet d'une optimisation, l'effet d'un investissement dans une prévoyance vieillesse et dans une épargne logement par exemple, avec l'un des conjoints qui a moins de 40 ans. Donc de nouveau, est-ce que ce couple-là va pouvoir être considéré comme assimilé ? De nouveau, dans le chef de monsieur, il ne passe pas par la porte des 90%. Madame, elle, de nouveau, n'a que des revenus belges, donc toujours pas. Mais de nouveau, bonne nouvelle pour eux, ils sont belges. Ils passent donc par la porte centrale
ou la porte des 13 000 € si elle s'ouvre finalement. Voilà, là je pense que c'est assez clair. En 2017, 3 800 € d'impôts à payer. En 2018, en classe 2, sans optimiser, 7 400 €. En 2018, classe 1, 8 777, donc on a 1 300 € d'écart. Et si j'optimise avec ma prévoyance vieillesse et mon épargne logement, je dois investir effectivement 13 120 €. J'ai prévu ici d'aller au maximum de ce que je pouvais, mais mon gain fiscal, il est de 3 161 €. C'est de l'investissement, c'est pas des dépenses à fond perdu. C'est de l'investissement. Et donc on arrive au final à récupérer un net comparable plus ou moins à ce qu'on avait au départ. Oui, on se rapproche des 3 805 de 2017. Ok, donc vous voyez que l'effet, il est là. Après, à vous de décider ce que vous pouvez mettre comme trésorerie dans ce genre de produit. Encore une piste d'optimisation, on arrive au bout. Je vous rassure, on va arriver au bout. La situation familiale, dès lors qu'on est peut-être dans une situation de parents séparés et qu'on a reconstruit un ménage avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, mais que l'on verse une rente alimentaire à un enfant, eh bien, on va pouvoir ici déduire un tout petit peu plus puisque le plafond était porté à 4 020 € par enfant. D'accord ? Donc par enfant. Le petit encadré est là pour vous rappeler que cette charge extraordinaire n'est pas possible pour les concubins et qu'elle n'est plus possible pour les parents séparés où on s'était partagé la garde des enfants, comme évoqué en tout début de présentation. L'écologie devient quelque chose, une préoccupation importante. Eh bien, sachez que au Luxembourg également, si vous devenez le propriétaire d'un véhicule écologique ou d'un vélo avec assistance électrique ou pas, vous allez avoir droit à un abattement de 5 000 € pour la voiture, de 300 € pour le vélo. Et le budget 2018 du gouvernement prévoit même un abattement de 2 500 € si la voiture ne dépasse pas 500 grammes de CO2 par kilomètre. Attention qu'un abattement, c'est bien une déduction fiscale. Ça veut dire que c'est votre base taxable qui va baisser. On ne va pas vous rembourser les 300 € de votre nouveau vélo. Non, c'est juste une diminution de votre base. Ce serait trop beau qu'on vous rende 5 000 € pour la voiture. C'est une déduction de base. Des conditions, évidemment. Il y a des conditions pour pouvoir entrer dans cette piste d'optimisation. C'est pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2017. Il faut avoir 18 ans, donc pas question de faire passer l'achat du vélo du petit dernier dans la déclaration. Et dès lors que vous en avez profité une fois, eh bien pendant 4 ans, vous ne pourrez plus en profiter. D'accord ? Et chacun y a droit. C'est 5 300 pour monsieur et pour madame. Ok, donc vous avez les détails des conditions. Si vous investissez dans un véhicule écologique et que votre employeur met à votre disposition ce véhicule écologique, donc c'est pas vous qui investissez, c'est votre employeur, l'avantage de toute nature qui est porté sur votre certificat de salaire, jusqu'à présent, ça représente 1,5% de la valeur catalogue du véhicule. Et bien là, on va voir qu'en fonction du degré d'écologie de votre véhicule, eh bien, ce pourcentage sera de minimum 0,5% et maximum 1,8%. Un petit geste pour la nature fera que votre avantage de toute nature sera un tout petit peu plus petit qu'il ne le fut pendant un temps. Voilà, j'ai terminé avec les différentes pistes d'optimisation. En guise de conclusion, très rapidement, choix opéré pour le 31, avec la petite nuance que j'ai donnée tout à l'heure, donc révocable jusqu'au 31 mars 2019. Donc attention, ne confondez pas le fait que ce choix pourra être fait jusqu'au moment du dépôt de la déclaration fiscale, puisque le 31 mars, c'est aussi la date de rentrée de la déclaration fiscale. Donc si vous rentrez votre déclaration fiscale en juin 2019, ce qui reste permis par l'administration encore, votre choix, par contre, il aura dû être fixé au 31 mars. D'accord ? Donc faites attention à ça. Conséquence sur le salaire net, vous l'avez compris, la retenue à la source va se calculer différemment. Obligé de rentrer une déclaration si vous choisissez d'être assimilé. Et intérêt à optimiser la base imposable, on vient de le voir, pour pouvoir faire quelques économies et récupérer une épargne avec une fiscalité peut-être pas si inintéressante que cela. Encore une petite question. Oui. J'ai l'impression qu'en 2010, ils vont devoir faire leur déclaration fiscale pour la première fois.
Donc je pense que les experts comptables vont avoir du pain sur la planche. Moi qui peut-être sera dans le cas, qu'est-ce que je dois faire pour m'en préparer? Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller trouver un comptable ou un expert comptable proche de chez vous, d'aller le trouver en tout cas pas le 31 mars 2019, idéalement d'aller le voir avant la fin de l'année 2018, histoire de s'assurer que peut-être votre choix de départ était le bon, ou s'il y a peut-être lieu de le modifier avant le 31 mars 2019. Ce comptable pourra dès lors déjà vous prendre en considération et vérifier quels sont les documents que vous devrez lui apporter pour préparer votre déclaration fiscale. Et si j'ai un dernier petit conseil, donc c'est ne vous y prenez pas trop tard. Donc je pense que dès septembre 2018, peut-être de contacter les bureaux comptables et peut-être d'en choisir un malgré tout qui ait les compétences pour le Luxembourg, mais aussi peut-être pour votre pays de résidence, histoire de s'assurer que les choix que vous faites d'un côté n'aient pas de conséquences néfastes de l'autre côté. Voilà. Merci, c'est très clair. Voilà, je souhaite évidemment, au nom d'ING Luxembourg, te remercier notre partenaire AFC Benelux pour cette présentation qui, à mon sens, était assez claire et assez limpide. Évidemment, vous avez certainement encore pas mal de questions, parce que chacun a envie de régler son problème personnel. C'est aussi la raison pour laquelle on vous a pas trop permis de poser des questions, parce que ça n'intéresse que vous. Mais les collègues ils ont tous le badge du bureau d'experts comptables. Ils sont là tout au fond, à droite. Pendant le cocktail dînatoire qui a été annoncé, ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions. Les collègues d'ING Luxembourg sont aussi présents, ils ont un badge ING. Si vous voulez les approcher, ils sont aussi là pour vous. Il y a des petits endroits où on a laissé des cartes de visite dès lors que vous voudriez plutôt poser vos questions par email ou par téléphone. C'est aussi une option. En tous les cas, nous, on espère que vous avez apprécié la présentation, que vous avez un peu mieux compris les tenants et les aboutissants de calcul de l'impôt au Luxembourg pour les personnes physiques, que vous avez compris également de quelle manière vous devez répondre à cette sollicitation d'administration de façon efficace surtout et valable, voilà. Et puis pour terminer, on souhaite aussi que vous ayez pu appréhender les différentes façons desquelles vous allez pouvoir diminuer votre charge fiscale. Voilà, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Je vous invite à nous rejoindre dans les salons d'à côté où on aura le plaisir de prendre un verre ensemble. Merci beaucoup. Merci.